J'ai passé des jours à préparer les décorations, le traiteur et les produits de première nécessité pour Noël avec ma famille dans mon chalet au bord du lac. Mais quand je suis arrivé, la chaîne de la porte était verrouillée et ma sœur a dit « Ne fais pas de scène. » Tu sais. Je pouvais entendre mes parents rire derrière elle. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler le 911. Ne fais pas de scène. C'est tout ce qu'il y a à faire. Compris? Avec cette seule remarque cinglante de ma demi-sœur, Kelly, toute la joie et l'anticipation que j'avais nourrie se sont brisées en un instant. Elle avait entrouvert la porte de ma villa, me scrutant à travers l'étroite fente avec des yeux aussi froids et vides que si elle regardait un caillou sur le bord de la route. Ironiquement, la chaîne de sécurité dernier cri que j'avais fait installer pour ce jour précis, par un professionnel qui plus est, pendait maintenant entre nous, la protégeant, elle. Comprendre quoi, Kelly? Ce n'est pas drôle. Arrête de plaisanter et ouvre la porte. Il neige et j'ai les mains pleines de bagages. J'essayais désespérément d'empêcher ma voix de trembler. Cette villa, mon château dans le ciel, était quelque chose que j'avais bâti avec les profits que j'avais tirés de journées interminables et de nuits blanches. Suivre les marchés, investir chaque gain de la crypto et des actions dans ce rêve. Ce n'est pas une blague. Je suis sérieuse, dit Kelly, crachant les mots comme du poison. Et puis, de derrière la porte, s'éleva le son de rire bruyant. Ma belle-mère Diane et mon autre sœur Anna, et parmi elles, la voix douce de mon père qui riait avec elle. Alors, ils sont déjà tous là, hein? Kelly ne dit rien. Son visage impassible me disait tout. C'était évident pour elle. Alors pourquoi? Tu sais à quel point je me suis préparé pour cette journée. Le rôti de bœuf wagyu, le gâteau de Noël de ce célèbre pâtissier, tout. Kelly me coupa la parole et, pour la première fois, ses lèvres se tordirent très légèrement. C'était un sourire hideux, mêlant pitié et mépris. Merci vraiment pour tous ces efforts et pour avoir tout payé. Nous l'apprécions sincèrement. Et puis elle prononça les mots que je n'oublierai jamais. Je suis désolé, mais ce Noël, nous voulons juste le passer avec notre vraie famille. La lourde porte claqua. Un clic métallique et sec suivit. Vide. Ce mot ne suffisait même pas à décrire la vague sombre qui montait du plus profond de mon estomac. Encore une fois, n'étais-je que celle qui paie? Des souvenirs d'il y a des années défilèrent vivement dans mon esprit, comme si tout s'était passé hier. Je me souvins du jour où j'avais couru dans le salon, serrant ma lettre d'admission à l'université. Papa, je l'ai fait. J'ai été accepté dans l'université de mon premier choix. Le visage de mon père s'illumina une brève seconde, mais lorsqu'il jeta un coup d'œil à Diane, assise à côté de lui, son sourire s'effaça. C'est merveilleux, Lucie. Mais tu sais, nous avons aussi Kelly et Anna, et payer les frais de scolarité pour 3 universités privées en même temps, c'est difficile, honnêtement. Quelques semaines plus tard, il m'appela dans son bureau et me tendit une brochure. C'était un guide pour les programmes de bourse. Tu es intelligente. Je suis sûr que tu seras qualifiée. Pourquoi ne pas essayer d'aller à l'université par tes propres moyens? Ce sera une expérience précieuse. J'ai cru ces paroles. J'ai étudié comme si ma vie en dépendait, j'ai réussi les entretiens et j'ai obtenu la bourse. Mais un jour, juste avant la remise des diplômes, j'ai surpris une conversation entre mon père et Diane. Nous avons enfin fini de payer les frais de scolarité de Kelly et Anna. Honnêtement, c'est vrai ce qu'on dit, les filles coûtent cher. Oui. Heureusement que Lucie a eu cette bourse. Ça nous a vraiment aidés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. J'étais la seule à avoir payé pour ma propre éducation. Tandis que mes sœurs vivaient confortablement sous la garde de nos parents, j'avais été laissé seul à porter le fardeau. Ma soi-disant expérience précieuse n'était rien d'autre qu'un sacrifice fait pour elles. Quelque chose en moi se brisa. La tristesse se durcit en une rage froide, semblable à de l'acier. Lentement, je sortis mon téléphone de ma poche. Sans hésiter, je composai les 3 chiffres sur l'écran. Service d'urgence, police, pompiers ou secours médicaux. La voix calme d'un opérateur répondit à l'autre bout du fil. Je stabilisai ma voix et parlais clairement. Police. Il y a plusieurs personnes qui occupent illégalement ma propriété, et elles ont enfermé la propriétaire légitime, moi, à l'extérieur. L'opérateur me demanda mon nom, mon adresse et les détails de la situation d'un ton officiel. Je me contentais d'exposer les faits tels qu'ils étaient. Ils n'étaient plus ma famille, juste des intrus.
Avez-vous une preuve de propriété? Oui. Tous les documents de propriété, l'acte de vente électronique et le contrat d'achat sont stockés sur ce smartphone. L'opérateur écouta, puis répondit vivement, compris. Nous envoyons des agents immédiatement. Veuillez rester dans votre véhicule et veiller à votre sécurité. La ligne se coupa. Je m'enfonçai profondément dans le siège conducteur de ma voiture, fixant d'un air absent à travers le pare-brise la neige qui tombait de plus en plus fort. Sur le tableau de bord se trouvait une petite figurine du Père Noël. Ma défunte mère me l'avait offerte quand j'étais enfant. Chaque Noël, nous l'exposions ensemble, une petite tradition privée partagée uniquement entre nous. Après l'emménagement de Diane, le Père Noël cessa d'apparaître dans le salon. Il fut mis de côté, oublié dans un coin de ma chambre. Et maintenant, cette petite figurine était tout ce qu'il me restait de ma vraie famille. Je ne ressentais même plus de tristesse. Combien de temps s'était écoulé? Puis, perçant le silence feutré, le son d'une sirène, de plus en plus fort, monta sur la route enneigée. À travers le flou blanc, je vis une voiture de police qui gravissait lentement mais fermement l'allée. Elle s'arrêta derrière mon véhicule. 2 officiers en sortirent, tous deux larges d'épaules, leur présence solide et rassurante. Vous êtes Lucie, la personne qui a signalé l'incident, correct? Nous avons reçu votre rapport et avons été informés dans la voiture, dit l'officier le plus âgé, son ton sévère, mais pas méchant. D'abord, nous allons devoir confirmer la propriété. Je lui tendis mon téléphone. Le plus jeune officier scanna soigneusement ma carte d'identité et l'acte de vente numérique avec son appareil de vérification. Confirmé. La propriété appartient à la plante. L'officier plus âgé hocha gravement la tête, tournant son regard vers la porte d'entrée fermement close. Ce n'est pas un différend domestique. C'est une affaire criminelle claire. Nous nous en occupons à partir de maintenant. Toc. 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 Police. Ouvrez la porte. Silence. Le rire qui avait rempli la maison quelques instants auparavant s'évanouit complètement. Puis la porte s'ouvrit. Juste une fente, toujours enchaînée. L'homme qui apparut était Chris, le fiancé de Kelly. Son visage se figea en voyant les 2 officiers dehors. Police, que se passe-t-il? La propriétaire, Lucie, a déposé une plainte. Vous êtes actuellement en train d'occuper illégalement sa propriété. Toutes les personnes à l'intérieur doivent sortir immédiatement. La voix de l'officier était calme, procédurale, dénuée d'émotion, mais chaque mot fit pâlir le visage de Chris. Quelques instants plus tard, Diane apparut du salon, alarmée par l'agitation. Quoi? La police? Chris, de quoi s'agit-il? Sa colère faiblit à l'instant où elle vit les uniformes. Oh, messieurs les agents. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mon Dieu, ici par ce temps, vous travaillez si dur. Elle sourit doucement, feignant l'innocence, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Madame, laissez tomber la comédie, dit sèchement l'officier plus âgé, tranchant dans sa performance. Il a déjà été confirmé que vous et les autres avez enfermé la propriétaire légitime hors de sa propre maison. Cela constitue une entrée et une occupation illégale de propriété privée. Un crime? La voix de Diane se cassa. Ne soyez pas ridicule. C'est la maison de notre fille. Qu'y a-t-il de mal à passer Noël en famille? C'est à ce moment que je m'avançai de derrière les officiers. Je croisai le regard de Diane, droit dans les yeux. Vos filles sont Kelly et Anna, n'est-ce pas? Vous m'avez dit il y a quelques minutes à peine que je ne faisais pas partie de votre vraie famille, et vous m'avez jeté dehors. À mon apparition, Diane halta et son visage devint cramoisi. Lucie, comment as-tu pu faire ça? Mêler la police à une affaire de famille? Veux-tu nous déshonorer? Les seuls qui déshonorent cette famille, c'est vous, dis-je, coupant fermement ces paroles pour la première fois de ma vie. C'est ma maison, et vous n'êtes que des intrus qui sont entrés sans ma permission. Face à ma toute première réfutation, Diane resta momentanément sans voix. Puis, comme si elle se souvenait de son rôle, elle s'effondra théâtralement dans les bras de mon père, sanglotant comme une héroïne tragique, finalement défaite. Chérie, écoute. Lucie nous traite comme des criminels. Mon père regarda de moi aux officiers, son visage crispé par le malaise. Puis vint la même phrase éculée qu'il avait utilisée toute ma vie. Messieurs les agents, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un malentendu, un petit problème familial.
Je suis sûr que nous pouvons le résoudre pacifiquement si nous parlons. En le regardant, un autre souvenir, enfoui profondément mais toujours brûlant, refit surface une fois de plus. Quand j'étais au lycée, Kelly m'avait un jour accusé à tort d'avoir cassé une fenêtre de l'école. Bien sûr, j'étais innocente. Mais lorsque mon père fut convoqué à l'école, il ne me laissa aucune chance de me défendre. Par égard pour Diane et Kelly, il s'excusa simplement auprès de mon professeur principal en mon nom. C'était entièrement dû à l'imprudence de ma fille. Je suis vraiment désolé. Sur le chemin du retour, il se tourna vers moi et dit, « Lucie, n'envenime pas les choses. Si tu te contentes de supporter, tout restera paisible. » Mon père s'était toujours plus soucié de maintenir la paix que de dire la vérité. Et celle qui payait le prix de cette paix, c'était toujours moi. Monsieur, l'officier de police plus âgé coupa les excuses de mon père, son ton froid et final. Je crains que cela ne puisse être considéré comme un malentendu. Selon nos vérifications, la propriété de ce bien appartient entièrement à Lucie. Aucun de vous n'a le droit de rester ici. Pas une seule seconde sans sa permission. Puis, d'une voix qui porta clairement à tous les présents, il délivra son dernier avertissement. Ceci est un ordre d'expulsion officiel en vertu de la loi. Vous avez 5 minutes pour rassembler vos affaires et quitter les lieux. Le non-respect de cet ordre entraînera une arrestation immédiate pour entrée illégale et refus de quitter une propriété privée. Le mot « arrestation » frappa l'air comme une lame, tranchante et indéniable. Le fiancé de mes sœurs pâlit et recula de quelques pas. Cela se lisait sur leur visage. Ils ne désiraient rien de plus que de couper les ponts avec cette famille ridicule et de disparaître. Anna s'effondra sur le sol, sanglotant comme une enfant. Seule Diane refusait encore d'accepter la réalité, sa bouche se tordant alors qu'elle essayait de crier quelque chose en retour. Mais lorsque le plus jeune officier posa la main sur son étui et fit un pas en avant silencieux, elle comprit. Le Noël parfait qu'elle avait planifié s'effondrait de la pire des manières. Le délai de l'officier, 5 minutes, planait sur eux comme le minuteur d'un jeu cruel. Leur arrogance avait disparu. Ils se retirèrent tranquillement dans la maison. Je restais là, les bras croisés, observant en silence. Il ne restait en moi ni colère, ni tristesse, seulement du vide et un mépris froid et clair. À l'intérieur, je pouvais les entendre s'agiter à la hâte. Le salon que j'avais décoré si soigneusement rayonnait de chaleur, le sapin scintillait de lumière dorée, le feu crépitait doucement dans l'âtre, remplissant la pièce d'une douce lumière. Sous l'arbre se trouvait une petite montagne de cadeaux, chacun que j'avais choisi au cours des dernières semaines, en pensant tendrement à leur visage. Maintenant, ils passaient devant eux sans un regard. Avant que les 5 minutes ne soient écoulées, ils réapparurent à la porte avec seulement le strict minimum de bagages en main. Anna, les yeux rouges et gonflés, me lança un bref regard noir avant de détourner rapidement les yeux et de fuir vers sa voiture avec son fiancé. Kelly et Chris suivirent. En passant devant moi, Kelly murmura juste assez fort pour que je l'entende, « Tu le regretteras ». Mais il n'y avait plus de puissance dans sa voix. Finalement, mon père et Diane sortirent. Le visage de Diane était tordu de haine, ses lèvres murmurant des malédictions à voix basse comme une vieille sorcière jetant des sorts. Mon père s'arrêta devant moi, les épaules affaissées. « Lucie, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. » Sa voix était faible, presque un murmure, mais ces mots ne m'atteignirent pas du tout. « Papa, tu as toujours été comme ça. » Ma voix me surprit même moi. Calme, égale, presque détachée. À mes mots, mon père leva soudain les yeux, mais il ne put rien dire. Se mordant la lèvre de frustration, il laissa Diane prendre son bras et se dirigea lourdement vers leur voiture. Une par une, les 3 voitures s'éloignèrent, suivies de près par la voiture de patrouille. Je restai là, à regarder en silence, jusqu'à ce que les feux arrière rouges disparaissent dans la forêt sombre. Puis, enfin, le calme revint. J'entrai lentement dans ma maison, ma forteresse. L'air chaud enveloppa mon corps gelé. J'ôtai mon manteau et commençai à parcourir les pièces, prête à commencer le nettoyage. En traversant le salon, mes yeux tombèrent sur quelque chose coincé entre les coussins du canapé, un smartphone familier. Il appartenait à Diane. Elle avait dû partir dans une telle panique qu'elle avait oublié la seule chose qu'elle chérissait presque autant que sa propre vie. Heureusement, il n'était pas verrouillé. Je ne ressentis aucune culpabilité, aucune hésitation. Tel un détective examinant des preuves, j'ouvris son application de messagerie. Et là,
C'était un abîme de messages textes révélant une vérité bien plus laide que je n'aurais pu l'imaginer. C'était une discussion de groupe entre Diane et ses amis du quartier. La conversation avait commencé le soir même où j'avais parlé à ma famille de l'achat de cette villa. Les filles, vous n'allez pas le croire. Cette fille, Lucie, s'est vantée d'avoir acheté une immense villa à la montagne avec ses gains boursiers. C'est absurde. Oh, c'est vrai. C'est ta belle-fille, n'est-ce pas, Diane? Exactement. Et l'audace. Elle dit qu'elle organise Noël là-bas cette année. Bien sûr, elle paie tout elle-même. Je suppose qu'elle veut juste se faire mousser. Eh bien, je vais jouer le jeu pour les apparences. Ma main tremblait de fureur en faisant défiler les messages. Pour ses amis, elle m'avait dépeinte comme la nouvelle riche, la fille sans culture qui jette l'argent par les fenêtres pour impressionner, tout en se présentant comme la mère gracieuse et patiente qui tolère une enfant stupide. Puis j'atteignis le dernier message, envoyé quelques heures à peine avant le désastre de ce soir. Nous nous dirigeons vers la villa maintenant, avant que Lucie n'arrive, bien sûr. Une fois qu'elle aura fini de tout préparer et de tout payer, je la renverrai poliment. Nous méritons un vrai Noël en famille, sans aucun étranger. Joyeux Noël à toutes. Telle était la vérité. Je verrouillai l'écran et posai le téléphone sur la table. Ce n'était pas juste un objet oublié. C'était une preuve indéniable de leur trahison. Je ne les laisserai plus jamais piétiner ma vie ou ma dignité. Silencieusement, mais avec une résolution absolue, je fis un vœu. Je ne laisserai pas cette maison devenir un lieu maudit, souillé par leurs souvenirs immondes. Je pris le téléphone et composai le numéro de la seule personne en qui je pouvais avoir une confiance totale. Allô, Lucie. Joyeux Noël. Comment se passe la fête? C'était Allison. Sa voix était vive et chaleureuse comme un rayon de soleil à travers les nuages. Au moment où je l'entendis, la tension en moi se relâcha enfin, et je me permis d'expirer. Allison, je suis juste épuisé. Elle a dû tout sentir. Son ton changea instantanément. Sérieux, posé. Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque mot, sans rien omettre. Quand j'eus fini, il y eut un long silence. Puis, d'une voix tremblante de colère contenue, elle dit, « Je vois. J'arrive tout de suite, et pas seul. Steve, Jenny et Paul sont avec moi. Nous sommes ta vraie famille, Lucie. Nous allons transformer ce Noël affreux en la meilleure nuit de ta vie. Attends-nous. » Avant que je puisse répondre, elle raccrocha. Ces mots, féroces et inébranlables, allumèrent une petite flamme précieuse dans mon cœur gelé. Avec un « d'accord » ferme, je me ressaisis et me levai. Pour préparer leur arrivée, je commençai par effacer toute trace de leur présence. Chaque vestige haineux laissé dans le salon. Chaque verre qu'ils avaient utilisé alla directement dans un sac poubelle. J'enlevai la nappe et la remplaçai par une nouvelle. Puis je me tournai vers la cheminée. Cette chaussette de Noël y était suspendue. J'en décrochai 6, ne laissant que la mienne, et jetai le reste au feu sans hésitation. Le feutre rouge s'enroula et noircit tandis que les flammes le dévoraient. Je regardais en silence. C'était un rituel d'adieu, mon dernier au revoir à la personne que j'étais. 2 heures plus tard, des phares percèrent la neige qui tombait, grimpant la colline vers la villa. Lorsque j'ouvris grand la porte d'entrée, je vis Allison, Steve, Jenny et Paul debout là, leurs visages inquiets, mais rayonnants de chaleur. Lucie, les amis. Nous ne dîmes rien de plus. Nous nous sommes juste serrés fort dans les bras les uns des autres. Bientôt, la table fut remplie de nourriture et de vin qu'ils avaient apporté, et la maison, qui avait été silencieuse il y a quelques heures à peine, reprit vie, remplie de rires, de lumière et de musique. Le vrai Noël avait enfin commencé. Ce fut une nuit difficile, mais trinquons à Lucie et au début de sa nouvelle vie. Santé. Santé. Je levai mon verre, entouré par la chaleur des rires de mes amis, et sentis la gratitude gonfler dans ma poitrine. Les événements de la journée m'avaient dépouillé d'une fausse famille. Mais en retour, ils m'avaient montré ce que signifiait vraiment la véritable amitié. Quand la fête se calma un peu, j'appelai Allison et Steve, qui travaillaient dans un cabinet d'avocats, dans le bureau. Sur la table entre nous, je posai le smartphone de Diane. La preuve, je veux que vous voyiez ça. J'ouvris la discussion de groupe et leur montrai les messages, les échanges écœurants qui s'étaient moqués de moi et m'avaient trompé. Steve les lut lentement. Son calme resta intact, bien qu'un profond froncement de sourcils plissa son front.
Quand il leva enfin les yeux, sa voix portait le poids de sa profession. Lucie, c'est pire que tu ne le penses. Surtout cette discussion de groupe. C'est accablant. Entre de bonnes mains, cela pourrait détruire entièrement la crédibilité sociale de Diane. Allison se pencha en avant, les yeux écarquillés. Que veux-tu dire? Tu ne prévois pas de divulguer ça en ligne, n'est-ce pas? Steve secoua fermement la tête. Non, ce n'est pas notre méthode. Ce que nous ferons doit être intelligent, précis, et par-dessus tout, légal. Lucie, tu ne cherches pas la vengeance. Ce que tu veux, c'est la justice. Les faire affronter le poids de leurs actions dans les limites de la loi. Ai-je raison? J'acquiesçai fermement. Exactement. Je ne veux pas m'abaisser à leur niveau, mais j'en ai fini de me taire. Le plan de Steve était méticuleux. D'abord, il conserverait chaque ligne de la discussion, en particulier les messages où Diane me ridiculisait et détaillait son plan. Il serait archivé comme preuve juridiquement valable. Ensuite, nous calculerions tous les coûts de la fête de Noël, jusqu'au dernier centime. Nourriture, décoration, transport, même les biens endommagés. Puis, une lettre de mise en demeure pour dédommagement serait envoyée à mon père et à Diane par courrier recommandé, accompagnée du rapport et des extraits de discussion sélectionnés. Ils l'ignoreront probablement ou essaieront de négocier le montant à la baisse. Quand Steve termina sa phrase, ses lèvres esquissèrent un léger sourire entendu. C'est là que nous jouerons notre prochaine carte, la discussion elle-même. S'il refuse de régler, nous en informerons les autorités compétentes. Le bureau de la conformité de l'entreprise de ton père et le conseil d'administration de l'association sociale de Diane. Pas une menace, juste la vérité présentée là où elle doit l'être. Ce n'était pas une menace violente. C'était simplement l'exercice d'un acte légitime, rapporter des faits en tant que faits aux autorités compétentes. Pour quelqu'un comme Diane qui prisait la réputation par-dessus tout, ce serait pire que n'importe quelle peine de prison. Alors Lucie, qu'en dis-tu, me demanda Steve. C'est la stratégie que je propose pour ton combat. Sans l'ombre d'un doute, je croisai son regard. Fais exactement comme tu l'as dit. Quelques jours après Noël, la lettre recommandée fut envoyée du bureau de Steve, adressée conjointement à mon père et à Diane. À l'intérieur se trouvait un résumé détaillé de l'incident, une demande formelle de dommages et intérêts jusqu'au dernier article, et une pièce jointe contenant des extraits soigneusement sélectionnés de la discussion, juste assez pour montrer la vérité. Ils avaient 7 jours pour répondre. Pendant cette semaine, je mis tranquillement mes affaires en ordre avec l'aide de mes amis. La villa fut confiée à une agence immobilière de renom, répertoriée comme une location de luxe pour des clients étrangers. Il n'était plus nécessaire que cet endroit soit un lieu de souvenirs familiaux. Quand les 7 jours furent passés, je trouvai des dizaines d'appels manqués et de messages vocaux de mon père. Sa voix tremblait, vidée de son autorité habituelle. « Lucie, s'il te plaît, parle-moi. Cette lettre, que se passe-t-il? » Diane est hors d'elle. J'écoutai le message jusqu'à la fin, le cœur froid et immobile. Puis, sans rappeler, je composai le numéro de Steve. Quelques jours plus tard, je les rencontrai de nouveau tous les deux. Mon père et Diane, dans une salle de conférence silencieuse du cabinet de Steve. Cela ne faisait que quelques semaines depuis Noël. Pourtant, ils étaient méconnaissables. Diane, toujours enveloppée dans son manteau de créateur et ses bijoux, ressemblait à un fantôme sous le maquillage. Son teint était cendré, des ombres sombres gravées sous ses yeux. Sa fierté devait déjà être brisée. Alors, puis-je avoir votre réponse? La voix de Steve était calme, professionnelle, impitoyablement stable. Mon père trembla en fouillant dans son sac et en sortit une enveloppe. La totalité du montant que vous avez demandé est ici. Mais Diane le coupa, sa voix vive et désespérée. Attends, avant de payer, laisse-moi dire quelque chose, Lucie. Est-ce que tu nous fais chanter? Si tu rends ces messages publics, tu te détruiras aussi. Tu ne vois donc pas ça? Steve ne s'y a même pas, vous vous méprenez, madame. Il n'y a pas de chantage ici. Nous vous informons simplement des options légales qui s'offrent à nous si vous refusez une réclamation légitime. Par exemple, l'entreprise de votre mari est cotée en bourse, n'est-ce pas? Je me demande comment les actionnaires pourraient réagir s'ils apprenaient que la famille d'un dirigeant d'entreprise est impliquée dans des agissements qui frôlent le harcèlement et la fraude. À ces mots, mon père eut un hoquet et le visage de Diane devint blême tandis qu'elle se taisait. Tout était enfin terminé.
Mon père posa l'enveloppe sur la table d'une main tremblante et s'excusa profondément. Diane suivit, raide et silencieuse. Je me levai sans jamais les regarder. À la porte, je ne me retournai qu'une seule fois, juste assez pour murmurer le dernier mot que je leur adresserai jamais. Adieu. Du cabinet d'avocat, je me rendis directement dans une boutique de téléphonie. Sans hésiter, je changeai mon numéro. Le même numéro que j'avais depuis plus d'une décennie. Mon père, Diane et mes sœurs. Aucun d'entre eux n'existe plus dans ma vie. Couper tout moyen de contact fut le rituel final pour dire adieu à mon ancien moi. Quelques jours plus tard, Steve me transmit un document signé de mon père et de Diane, une déclaration notariée confirmant le paiement intégral des dommages et intérêts, et une promesse juridiquement contraignante de ne plus jamais me contacter. Juste une feuille de papier. Et pourtant, c'était comme si le poids du monde avait été soulevé de mes épaules. Le temps que l'hiver cède la place au printemps, ma vie avait trouvé son nouveau rythme. La villa, autrefois un monument à une fausse unité familiale, était maintenant louée à long terme à un cadre d'une entreprise technologique étrangère. Elle était devenue ce qu'elle aurait toujours dû être, une base solide pour mon avenir, pas une prison pour mon passé. Un soir, en rentrant du travail, je remarquai une silhouette familière près du portail de mon appartement. Voûté, plus petit que dans mon souvenir, c'était mon père. Lucie. Sa voix était à peine un murmure. Nous nous sommes assis dans un café tranquille à proximité. Il joignit ses mains sur la table et les fixa longuement avant de finalement lever les yeux, des larmes brillant dans ses yeux fatigués. Je suis tellement désolé pour tout. Ce jour-là, j'aurais dû te protéger. J'ai échoué en tant que père. Je le regardais, mon ton égal, distant. Pourquoi maintenant? À ma question froide, mon père secoua faiblement la tête. Tout était à cause de ma faiblesse. J'avais peur de tenir tête à Diane. Mais ce jour-là, quand je t'ai perdu, j'ai enfin réalisé ce que j'aurais dû protéger depuis le début. J'écoutais les paroles de mon père en silence. Je ne te demanderai pas de me pardonner, mais s'il te plaît, crois ceci. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Après une longue pause, je parlais enfin. J'accepterai tes excuses, mais le pardon est une toute autre affaire, et il y a une condition absolue. Je croisai son regard et dis, à partir de maintenant, si tu souhaites encore avoir une relation avec moi, ce ne sera que lorsque tu seras seul. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Diane ou ta soi-disant vraie famille. Ne prononce même plus leur nom devant moi. C'était la nouvelle limite que je traçais pour le bien de ma propre vie. Mon père hocha la tête, tristement mais fermement. Après avoir quitté le café, je rentrai seul chez moi. Et en marchant, je commençais à ressentir véritablement le poids de ce que j'avais gagné. Je n'avais plus à endurer pour le bien de quelqu'un d'autre. Qui pardonner et qui laisser partir? Chaque règle de ma vie était désormais mienne à décider. J'avais perdu beaucoup de choses, oui, mais en échange, j'avais gagné la liberté de prendre le contrôle de ma propre vie. Une liberté qui brillait d'un éclat au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Ma vraie vie commençait ici, maintenant.